On est très content aujourd'hui d'avoir professeur Stahl avec nous pour la présentation de ce soir, le webinaire qui est autour de l'arthrite bactérienne, qui fait partie de la série infectiologie qu'on a lancée depuis un moment maintenant avec professeur Stahl, qui est en partenariat avec la SPILF et Infectious Disease Now. Donc, très heureux, professeur Stahl, de vous retrouver ce soir pour cette présentation. Et puis, si ça vous va, du coup, je vais vous donner la main pour partager votre écran et commencer la présentation. OK. Hop. Donc, on se proposait de vous mettre au courant d'une mise au point que la SPILF a faite sur les arthrites bactériennes à partir d'une recommandation qui a été élaborée par la Société française de rhumatologie. Mais il nous semblait qu'il méritait qu'on fasse quelques compléments sur l'antibiothérapie. Sur le reste, la conduite à tenir, le management des arthrites, etc., la recommandation des rhumatologues est absolument parfaite. Il manquait, de notre point de vue, des détails d'antibiothérapie qu'on a donc traduit dans cette mise au point. Alors, comme vous le voyez, on anticipe beaucoup parce que le diaporama que je vais vous présenter va être validé dans la prochaine réunion du comité des recommandations de la SPILF la semaine prochaine. Mais bon, le fond ne va pas changer, même si des détails de forme pourront être modifiés. Donc, il y a certains aspects où je passerai un petit peu vite parce que ça paraît des évidences, et puis d'autres aspects où on commentera peut-être ou qui pourront peut-être vous surprendre. On va voir ça. Donc, les points clés, je crois qu'il est important de rappeler les points clés. La question, c'est d'abord les prélèvements bactériologiques. Ils sont bien entendu indispensables et ils doivent être réalisés avant l'initiation de l'antibiothérapie ou alors, quand le patient a été traité pour une raison ou pour une autre, après une fenêtre sans antibiothérapie. L'idéal serait de 14 jours. Bon, après, il faut composer, bien entendu, avec la clinique que présente le patient. Et tout ça, bien entendu, en dehors d'une urgence thérapeutique que serait le sepsis avec un choc. On a la plupart du temps, dans ce contexte, une antibiothérapie probabiliste qui est secondairement adaptée aux résultats microbiologiques. Et puis surtout, aussi, il y a la tolérance des antibiotiques. Le choix des antibiotiques doit tenir compte de la bonne diffusion ostéo-articulaire et en particulier pour les bacilles à gram négatifs, il faut vraiment se lancer dans le concept de la posologie optimisée selon les paramètres pharmacocinétiques, pharmacodynamiques. Mais on reverra ça. Un des points essentiels, c'est la durée de traitement. Elle doit être la plus courte possible et vous allez en avoir les grandes directives très, très rapidement. Et puis enfin, un autre point clé qu'il faut rappeler sans arrêt, c'est qu'il faut chercher une endocardite infectieuse en cas d'arthrite à staph, à strepto ou à entérocoque, et ça, même si les hémocultures sont négatives. Alors, je parlais de la durée du traitement. La durée du traitement, eh bien, ma foi, voilà, vous avez devant vous, en l'absence de complications, hein, bien entendu, ces durées sont valables quand les choses évoluent normalement. Pour un staphylocoque doré, c'est 6 semaines. Pour un streptocoque et toutes les autres bactéries, y compris les bacilles à gram négatifs, c'est 4 semaines. Pour un gonocoque Neisseria, c'est 7 jours, 1 semaine seulement. Et enfin, en ce qui concerne les arthrites précoces par inoculation directe des petites articulations de la main, et à condition d'avoir réalisé un lavage chirurgical adéquat, c'est 2 semaines en absence d'ostéolyse, c'est-à-dire d'ostéite associée. Donc, vous voyez que on propose plus les fameuses fourchettes de traitement,
du style 4 à 6 semaines. Tout ça, c'est terminé. Et d'autre part, on essaye quand même de se donner pour directive d'avoir des traitements courts. Tout ça, c'est dans le cadre du bon usage et c'est dans le cadre de la lutte contre l'évolution vers la résistance des diverses bactéries. Alors, quand est-ce qu'il faut débuter une antibiothérapie probabiliste? Eh bien, vous avez un examen direct qui est positif ou bien une culture ou des hémocultures qui sont positives. Évidemment, vous adaptez votre antibiothérapie au résultat, à la coloration de grammes ou à la culture. Le deuxième point, pour débuter une antibiothérapie probabiliste, c'est quand il y a une urgence. Donc, le sepsis avec un retentissement général ou un choc septique. Et là, vous avez vous proposez soit une antibiothérapie qui est adaptée à la coloration de grammes et aux cultures, comme au-dessus, ou bien si vous n'avez aucune de ces pistes, la recommandation, c'est la céfazoline. Ou bien aminoside, mais pour une durée très courte. C'est pour les 24 à premières 48 heures. C'est une autre indication pour débuter l'antibiothérapie, c'est bien entendu un liquide articulaire qui est purulent, et puis une anamnèse qui est compatible avec le diagnostic d'arthrite septique. Et si vous hésitez encore, et si il faut absolument pas se réfréner dans la demande auprès des référents antibiotiques de votre établissement. Mais là encore, on va en rester à céfazoline ou pénicilline M parce que le staphylocoque est quand même la bactérie la plus probable ou la plus fréquente. Et donc, il doit absolument être inclus dans le spectre. Et puis, on élargit si on a une anamnèse qui est compatible. Alors, il y a une traditionnelle question, qui est l'allergie aux bêta-lactamines. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer en général en cas d'allergie documentée? Ce n'est pas l'allergie qui a été diagnostiquée parce que le patient a fait un érythème au cours d'une angine virale, hein, qui est quand même l'immense majorité des pseudo-allergies aux bêta-lactamines. Non, une allergie, une vraie aux bêta-lactamines, on utilise dans ces cas la daptomycine, qui est l'antibiotique le plus, on va dire, bénéfice-risque intéressant. Et quand on ne peut pas, en général c'est pour des raisons budgétaires d'ailleurs, dans l'établissement, on utilise un glycopeptide, mais avec la traditionnelle toxicité qu'on leur connaît. Alors, on va essayer de décliner par bactérie. C'est un staphylocoque méticilline sensible, donc céfazoline ou pénicilline M. Le point clé, c'est que l'association avec un aminoside n'est pas recommandée en l'absence de choc, c'est-à-dire d'urgence et de gravité de la maladie. Et en cas d'allergie, donc dapto ou vanco. Le relais oral, en première intention, et c'est là où ça risque peut-être de heurter certaines habitudes, en première intention, on a mis sur le même niveau la clindamycine en monothérapie, bien entendu en cas de sensibilité, hein, et s'il n'y a pas de MLSB inductible, c'est-à-dire si la souche est sensible à la clindamycine et à l'érythromycine. Dans ce cas-là, nous n'hésitons pas à recommander la clindamycine en monothérapie. Cependant, la littérature forte n'a pas encore pleinement démontré la supériorité de cette monothérapie par rapport aux traditionnelles associations. Donc, c'est pour ça qu'on laisse le choix, bien entendu, mais très clairement, notre préférence va à la monothérapie clindamycine. Les associations, elles sont classiques, hein, c'est fluoroquinolone rifampicine ou fluoroclinolone clindamycine. Si vous avez une résistance à la clindamycine, il est possible de se rabattre, entre guillemets, sur la doxycycline,
sur un oxazolidinone, donc isoline ou télisoline, ou bien le Bactrim, qui sont possibles. Et enfin, il faut dire et redire que la fluoroquinolone, quelle qu'elle soit, en l'occurrence la lévofloxacine, mais n'importe laquelle, et la rifampicine doivent être utilisées obligatoirement en association. En cas de résistance à la méticilline, ben là, on est un petit peu plus coincé, si on peut dire. Et là, la première attention pour nous, c'est la daptomycine en monothérapie. Et à défaut seulement, la vanco ou la técoplanine, en raison des problèmes de nécessité de dosage. La vancomycine doit s'accompagner d'un dosage pour vérifier qu'on est vraiment dans les clous en matière d'efficacité et ou de toxicité. Donc là, il y a une contrainte absolument importante. On ne peut pas faire de dosage de vancomycine. Il ne faut pas se lancer dans cette thérapeutique. Et la daptomycine n'a pas du tout cet inconvénient. Et elle est en plus bien mieux tolérée. Si on a un expert sous la main, vous pouvez poser des questions sur la dalbavancine, la ceftaroline, ceftobiprol, c'est l'avis spécialisé. Le relais oral, il est guidé par le profil de sensibilité. Alors là, c'est une grande généralité. Et à chaque fois qu'on peut, on doit privilégier une monothérapie, sauf bien entendu, si vous décidez d'utiliser, encore une fois, une fluoroquinolone ou la rifampicine. En ce qui concerne les streptocoques, on en a deux grandes catégories, les sensibles à la pénicilline et les résistants. Sensibles à la pénicilline, traditionnelle, amoxicilline. Si on a une allergie grave, une allergie vraie, je veux dire, mais qui n'est pas grave, à la pénicilline, vous pouvez vous rabattre sur une céphalosporine, céphalosporine, ceftriaxone, céfotaxime. Si par contre l'allergie est grave, est documentée et grave, là c'est la daptomycine. En ce qui concerne le relais oral amoxicilline, on peut utiliser la clindamycine en cas d'allergie, à nouveau si la souche est sensible à l'érythromycine, et si elle est résistante, c'est à ce moment-là l'inésolide ou télisolide. En ce qui concerne les streptocoques qui sont, eux, résistants à la pénicilline, soit il y a une sensibilité aux céphalosporines et pourquoi se priver de la ceftriaxone ou céfotaxime. S'il y a une résistance aux céphalosporines, bien à nouveau, la daptomycine devient l'antibiotique à privilégier. Les entérocoques, qui, comme vous le savez, sont des petits cousins des streptocoques, si on peut parler comme ça en termes de bactériologie. Soit ils sont sensibles à l'amoxicilline, et là, ça devient le traitement de référence. Et avec les alternatives dont on a parlé précédemment, soit ils résistent à l'amoxicilline, et à ce moment-là, le traitement initial, c'est glycopeptide, avec un relais oral oxazolidinone. Cutibacterium acnes, c'est bien évidemment beaucoup moins fréquent que staphylocoque et streptocoque, mais ça peut être des arthrites qui sont soit nosocomiales, soit surtout d'inoculation. Le traitement initial, il n'a rien de très extraordinaire, c'est l'amoxicilline, intraveineuse évidemment, avec la clindamycine IV si on a une allergie. Et en ce qui concerne le relais oral, c'est l'amoxicilline ou la clindamycine, bien entendu. Il y a possibilité d'oxazolidinone quand il y a des problèmes de tolérance, ce qui n'est pas extraordinaire quand on utilise la clindamycine. Alors, les grammes négatifs, les entérobactérales, pour ce qui concerne les souches, j'allais dire, traditionnelles ou fréquentes, le traitement initial, c'est une céphalosporine de 3e génération intraveineuse. Bon, rien de très extraordinaire. En ce qui concerne les groupes 3 ou 4, la céfépime, très bien. Le relais oral, lévofloxacine, si sensible au quinolone. Et s'il y a une résistance, c'est un avis spécialisé.
Par contre, s'il y a des sécrétions de BLSE, ou encore pire, de carbapénémase, là, c'est impérativement un avis spécialisé. On rentre dans de la haute couture. En ce qui concerne le piocyanique, le traitement antibiotique initial, ceftazidime, cefepime, avec équivalence de ces deux molécules, et la question du traitement oral de relais peut être solutionnée avec la ciprofloxacine, à condition, bien entendu, que la souche soit sensible et à condition que le contrôle de l'infection soit assuré sur le plan clinique. Il n'est pas question de faire un switch vers l'administration orale si jamais le patient est encore à 40, frissonne, etc. Et après, tout ça se relaie après un minimum de 14 jours de traitement par une bêta-lactamine intraveineuse. Pour ce qui est des résistances, là, il faut des avis spécialisés, donc je ne vais pas m'étendre outre mesure. En ce qui concerne Neisseria, rien de très extraordinaire. Rien de très extraordinaire, c'est le traitement de l'infection à Neisseria, quelle qu'elle soit, en termes de molécules, céfotaxime ou ceftriaxone. Vous savez que c'est le traitement de la gonococcie, c'est tout aussi bien le traitement de la méningite à méningocoque et le traitement d'une arthrite à Neisseria, que ce soit du gonocoque ou du méningocoque. Cette durée de traitement fait appel exactement aux mêmes molécules. Et pour une durée de traitement courte, 7 jours, Neisseria est une bactérie qui est extraordinairement sensible aux antibiotiques et qui pose pas de vrais problèmes. Pasteurella, je vous rappelle que c'est une contamination dans 90% des cas qui survient après une morsure par animal, carnivore, chien, chat, le plus souvent, et les animaux de compagnie. La première intention, c'est l'amoxicilline acide clavulanique, très traditionnellement. Et si jamais la réception de l'antibiogramme, vous voyez qu'il est sensible à l'amoxicilline, bien entendu, vous escaladez. Ce n'est pas la peine de faire subir l'acide clavulanique qui, je vous le rappelle, est quand même un des meilleurs purgatifs connus, de faire subir ça aux patients quand il n'y en a pas besoin. Une alternative, c'est la doxycycline, à égalité de résultats thérapeutiques. La durée de traitement, elle est plus longue parce que vous avez là une bactérie qui est beaucoup plus agressive, équipée d'énormément de toxines et qui est beaucoup plus difficile à éradiquer. Donc, on en reste, pour l'instant en tout cas, à 6 semaines dans les grosses articulations. Par contre, dans les petites articulations, la durée recommandée est de 2 semaines. Là encore, après lavage chirurgical et en l'absence d'ostéolyse. Le traitement de la brucellose, ça a été une pathologie fréquente, ça ne l'est plus, en France en tout cas. C'est dans l'immense majorité des cas une pathologie importée de pays d'endémie, mais elle existe, bien entendu, et puis vous avez quelques cas sporadiques métropolitains, si on peut dire, souvent d'ailleurs chez des techniciens de laboratoire qui ont manipulé des souches, sans savoir que c'était Brucella à ce moment-là, parce que c'est une bactérie qui est extrêmement contagieuse. Donc le traitement de référence est doxycycline, rifampicine, voie orale, dès le début, pendant 6 semaines. Si vous avez une contre-indication de l'une ou l'autre de ces molécules, vous pouvez la remplacer par du cotrimoxazole, en association avec celui pour lequel il n'y a pas de contre-indication. Et vous avez là aussi la possibilité d'utiliser de la gentamicine en cas de contre-indication de doxycycline ou de rifampicine pour remplacer l'une ou l'autre, mais uniquement pendant 2 semaines. Au-delà, vous n'avez plus d'augmentation d'efficacité, vous n'avez plus que la toxicité. L'hystéria, rien d'extraordinaire. C'est le traitement standard de la listériose avec l'amoxicilline associée à la gentamicine pendant 5 jours, cet aminoside. Il n'est pas nécessaire
d'augmenter la durée de l'aminoside. Le relais oral par amoxicilline est très traditionnel et vous connaissez certainement l'alternative tout à fait possible à l'amoxicilline qui est le cotrimoxazole. Il existe quelques bactéries rares impliquées dans les arthrites. Je vous le laisse là parce que bon, ça peut faire une documentation en cas où. Uréaplasma, mycoplasma, c'est vraiment pas fréquent. Doxycycline, monothérapie dans un premier temps. Et si ça ne marche pas bien, on ajoute une fluoroquinolone et tout ça pendant 12 semaines. Coxiella, c'est doxycycline pendant 18 mois. C'est donc une durée, c'est un intracellulaire avec des réservoirs intracellulaires qui justifient cette durée importante. L'hérésie pélotrix, c'est l'amoxicilline, tout simplement, avec des alternatives Levo ou Clinda. Et Francisella tularensis, la tularémie, c'est de la ciprofloxacine péros avec une alternative qui est la doxycycline. En ce qui concerne les mains et les poignets, il est impératif de proposer un lavage chirurgical le plus précoce possible et avec évidemment des prélèvements microbiologiques. On propose bien entendu une antibiothérapie probabiliste intraveineuse le plus tôt possible. Et puis en antibiothérapie post-opératoire, c'est amoxicilline acide clavulanique et vous voyez les alternatives possibles, cotrimoxazole, Levo ou doxycycline. Quand il y a une extension vers les parties molles ou quand il y a un risque fonctionnel, là, on tape un peu plus large avec un spectre d'activité qui va être élargi vers de nombreux grammes négatifs et éventuellement du pseudomonas sensible, mais du pseudomonas. Donc, piperacilline tazo avec discussion sur l'ajout d'amicacine. Si vous avez pu mettre en place un lavage chirurgical, le traitement, c'est 2 semaines. Et en cas d'ostéolyse, là, on revient au traditionnel 4 semaines. L'arthrite pelvienne est toujours un problème. Toujours un problème, non pas sur le choix des molécules. Vous voyez que ceftriaxone, bon, les C3G plus la clindamycine vous permet de couvrir le panel responsable de ces arthrites, c'est-à-dire les bacilles à grammes négatifs aussi bien que les grammes positifs streptocoque et staphylocoque. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Si vous avez ce type d'arthrite qui est secondaire à une pathologie locale, soit des escarres, soit une chirurgie urologique ou après radiothérapie, là, on a recours à piperacilline tazo. Par contre, là où il y a une discussion à avoir multidisciplinaire, impérative, c'est la question du débridement chirurgical. Est-ce qu'on doit le faire? Est-ce qu'on ne doit pas le faire? Ça doit être discuté avec le chirurgien. Je ne vous cacherai pas que le plus souvent, ils sont assez réticents, compte tenu à la fois d'une efficacité discutable et à la fois d'un risque opératoire qui est assez important, un risque local, bien sûr. Donc, c'est une discussion qui doit être menée en pesant vraiment le pour et le contre. En ce qui concerne l'ardocardite, bon, je ne vais peut-être pas m'étendre là-dessus, simplement pour dire que quelle que soit la durée du traitement d'une endocardite associée, la durée du traitement de l'arthrite elle-même n'est pas modifiée. Donc, vous avez votre traitement d'endocardite, ok, mais ce n'est pas pour ça que vous allez modifier les durées de traitement d'une arthrite, les prolonger par exemple. Et puis l'enfant, dans notre recommandation, on a parlé de l'enfant, il y a deux, trois choses quand même qui changent par rapport à l'adulte.
Tout d'abord, le traitement probabiliste monothérapie qui est réalisé qui est mis en route dès que la ponction est réalisée. Et puis le choix des molécules initiales, céphalosporine ou amoxicilline acide clavulanique, à partir de l'âge de 3 mois. Parce que l'oxacilline n'est possible qu'à partir de l'âge de 4 ans. Donc, l'AMM est assez restrictive. À tort ou à raison, la question n'est pas là, mais on est en dehors des clous si on prescrit hors ces tranches d'âge. Donc, on a recours à de la céphalosporine, malheureusement, j'allais dire presque. On peut prendre un relais oral, on peut administrer un relais oral au 4e jour si l'évolution est favorable. Et cette évolution favorable est beaucoup plus fréquente que chez l'adulte. En ce qui concerne les arthrites qui resteraient non identifiées sur le plan microbiologique, on poursuit amoxicilline, acide clavulanique ou switch vers céphalexine, mais on est toujours dans cette dualité d'efficacité vis-à-vis des grammes moins et des grammes plus. Et la durée totale du traitement est de 2 semaines. 2 semaines. On n'est pas dans les 4 ou 6 semaines de l'adulte. C'est lié simplement à l'extraordinaire bonne vascularisation des articulations de l'enfant par rapport à un adulte. Voilà, je vous ai mis tout ça. C'est un petit peu aride, je le conçois. C'est un petit peu plus fait pour que vous ayez une référence. Ce diaporama, il sera dans une dizaine de jours disponible sur le site infectiologie.com. Donc, vous pourrez le télécharger et vous en servir en routine. Et puis, je vous ai mis là, là où vous pourrez trouver des compléments d'information. La recommandation globale, elle est en cours de publication dans Infectious Disease Now. Je ne peux pas encore vous en donner la référence parce que je ne l'ai pas, mais surveillez les parutions du journal et très, très rapidement, vous allez la voir arriver en ligne. J'ai corrigé les épreuves il n'y a pas longtemps, donc vous allez pouvoir la voir en ligne très, 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 très rapidement. Voilà. Parfait, merci beaucoup, professeur Stahl. J'ai vu plein de questions quand vous étiez en train de présenter, donc si vous voulez, on peut commencer à y répondre. Je vais commencer dans l'ordre où ça a été posé, mais après, si vous voyez d'autres qui sont plus que vous n'avez pas encore traité, vous pouvez les prendre. Alors, on a quelqu'un qui pose la question, pourquoi utiliser la rifampicine? Ouais. Alors, la rifampicine est un excellent anti-staphylococcique. C'est un des meilleurs. Alors, dans un pays comme le nôtre, où l'incidence de la tuberculose est extrêmement faible, il n'est pas gênant de l'utiliser, mais en association. Par contre, je reconnais que dans un pays où l'incidence de la tuberculose est beaucoup plus importante, l'utilisation de la rifampicine doit être beaucoup plus prudente, histoire de ne pas rendre résistant des bacilles tuberculeux chez l'individu traité. Donc, effectivement, cette attitude est à moduler en fonction de l'endroit où on exerce. Très bien. La deuxième question, ou plutôt deux questions, c'est qu'est-ce qui est à l'origine de la multirésistance microbienne aux antibiotiques de dernière génération et quelles sont les conduites à tenir? Alors, la multirésistance aux antibiotiques de dernière génération, c'est parce qu'on les utilise. À chaque fois qu'on utilise un antibiotique, la bactérie cherche à se défendre. Donc, on est toujours dans cette dualité entre l'agresseur antibiotique et la bactérie qui est en défense. Et pour se défendre, elle sécrète des mécanismes de résistance. Donc, plus on utilise un antibiotique, plus on est capable d'avoir en retour des mécanismes de résistance bactériens.
Donc, c'est pourquoi il ne faut pas traiter pour rien. C'est-à-dire que le risque de sélection de résistance est acceptable si en face, il y a un vrai besoin d'antibiotiques et une bonne chance de guérison du patient. C'est toute la problématique du bon usage des antibiotiques. Après, une autre question par rapport au traitement de réalistes, une arthrite septique à staphylocoque. Est-ce que la doxycycline pourrait être utilisée en monothérapie? Alors oui, ça fait partie des possibilités qu'on a mis dans notre recommandation. C'est certainement pas la première recommandation, hein, bien évidemment, mais c'est possible si, par exemple, la clindamycine que nous recommandons n'est pas supportée correctement. À ce moment-là, il est envisageable de proposer la doxycycline en s'assurant bien sûr que la souche est sensible, hein, évidemment. Ok. Une autre question par rapport à la pédiatrie spécifiquement. Quelqu'un qui nous dit, il nous arrive de ne pas faire de prélèvement intra-auriculaire, pas toujours faisable en hôpital périphérique, et parfois pas beaucoup de liquide à ponctionner. Faut-il absolument avoir une bactériologie en l'absence de signes locaux importants cliniques ou en imagerie, notamment si l'on pense avoir affaire à Kingella ou enfin, je ne sais pas si je l'ai dit bien, plutôt que SA. Oui, oui, avec ces bactéries Kingella, etc. Oui, Mhm. oui, bien sûr. Kingella. Alors, bien sûr que le dogme, il faut un isolement bactérien. Alors, même si la quantité de liquide n'est pas très importante, ça peut suffire pour faire pousser une bactérie. Moyennant quoi, après, il faut se confronter à la réalité. Il est certain que dans certaines circonstances, ce prélèvement n'est pas possible. Et donc, il faut faire avec. Donc, nous, dans la ROCO, on a ce qu'on dit, c'est que si vous n'avez pas de documentation bactérienne, vous continuez le traitement de première intention tel qu'il est recommandé, c'est-à-dire l'amoxicilline acide clavulanique ou céphalexine. Mais il faut quand même essayer de s'acharner à avoir une documentation parce que, bien entendu, avec le traitement proposé, on va résoudre la grande majorité des problèmes, mais il y a toujours le mouton noir au milieu. Et donc, celui-là, si on n'a pas fait de traitement, on va passer de prélèvement, on va passer à côté. Ok, merci. Une autre question pour les arthrites à pseudo. Le traitement à la ceftazidime en monothérapie ne risque pas de provoquer l'hyperproduction d'une céphalosporiens, tout le risque d'avoir un échec de traitement, ou est-ce que la biothérapie avec le pseudo n'est pas recommandée? Alors, elle n'est plus recommandée. N'est plus recommandée. Elle a été recommandée, la bithérapie, mais elle ne l'est plus. Parce qu'on n'a jamais eu la vraie démonstration qu'il y avait une meilleure efficacité. Alors, la prescription de céphalosporine monothérapie à dose correcte, n'est pas accompagnée du risque d'induction de céphalosporinase, mais le laboratoire, normalement, doit dépister la sécrétion préalable dans la souche qui a été isolée pour savoir s'il y a une céphalosporinase. S'il y a une céphalosporinase, évidemment, on va se méfier. Mais si on n'a pas, la monothérapie est parfaitement légitime. D'accord. Et qu'en est-il du traitement des arthrites néonatales? C'est un petit, on a mis une recommandation jusqu'à l'âge de 3 mois qui tient compte, bon, en gros, c'est je cherche à taper sur staphylocoque aussi bien que streptocoque. Bon, ça va, c'est une bêta-lactamine. Et j'élargis vers les grammes négatifs, parce qui est bien entendu le deuxième risque, d'où la prescription de céphalosporine. D'accord. Après, question par rapport à l'utilisation du linezolide, est-il possible de dépasser les 28 jours théoriques maximum avec le risque de neuropathie périphérique? Alors, normalement, non. Je dis normalement.
Maintenant, si vous pouvez surveiller très correctement votre malade, si vous l'avez parfaitement informé des signes cliniques, etc., il y a de très nombreuses publications qui montrent qu'on peut traiter plus longtemps. Ça nécessite une vraie surveillance, une surveillance vraiment importante, parce que je veux dire, les effets secondaires, ce n'est pas une vue de l'esprit, ils existent vraiment. Mais il est tout à fait possible de faire plus long, en particulier l'équipe d'Éric Senneville à Roubaix et Tourcoing n'hésite pas à aller plus loin que les 28 jours théoriques, mais avec une grosse surveillance. Alors, pourquoi, je vois la question qui suit derrière à propos de ce linezolide, pourquoi est-ce qu'on le recommande dans le staff sensible à la méticilline et pas le SARM? C'est parce que dans le SARM, la probabilité de résistance est plus importante, tout simplement. Très bien, merci. Alors, la question suivante, c'est pourquoi faire une fenêtre thérapeutique de 14 jours avant antibiothérapie? Habituellement, la fenêtre est plus courte. Ben non, enfin, c'est l'idéal. Parfois, l'urgence du traitement fait que la fenêtre est plus courte. Mais l'idéal, si on veut se mettre dans les meilleures conditions possibles pour être à distance d'un antibiotique qui a été prescrit, c'est une fenêtre thérapeutique de 14 jours avec le prélèvement au 14e jour. D'accord. Et après, c'est peut-être lié une personne qui pose la question sur la durée du traitement de la franticère. Il est recommandé le lavage articulaire des petites articulations. Il est recommandé. Après, on peut ou on ne peut pas, compte tenu de la présentation clinique, bien entendu. Mais il faudrait, c'est comme ça que c'est simplement parce que c'est des articulations précieuses, entre guillemets, et où la précision de la mobilité est très importante pour la vie quotidienne. Donc, il faut se donner les meilleures chances de ne pas avoir derrière de fibrose ou de limitation. Et c'est pour ça que le lavage est une recommandation. Après, encore une fois, il faut se confronter à la vraie vie. Hein. Et quand on ne peut pas, ben, on ne va pas s'acharner. La durée de traitement pour franciser là, tu l'as oui, voilà, c'est 2 semaines. Ok. Après, est-il vraiment possible d'aller au-delà des 7 jours avec la gentamicine lorsqu'on connaît son autotoxicité? Oui, c'est possible, bien sûr, puisque c'est même dans les recommandations de traitement des endocardites, par exemple. Mais par contre, il faut surveiller. Ça, c'est certain. Et c'est pour ça que l'utilisation à la fois de la vancomycine, mais à la fois des aminosides, dans l'idéal, il faut des dosages. D'accord. Après, dans quel cas de figure doit-on couvrir en empirique les PGN en plus du SAMS? Alors là, c'est quand vous avez une suspicion de porte d'entrée spécifique. C'est-à-dire, en l'absence de porte d'entrée évidente, la majorité des infections articulaires sont liées au gram positif. Si par contre, vous avez une porte d'entrée digestive, parce que, je ne sais pas, moi, il y a des polypes connus, il y a un cancer connu, il y a quelque chose comme ça, la porte d'entrée digestive, et là, vous avez une forte suspicion de gram négatif en plus du gram positif. Et quand vous avez une porte d'entrée qui est urinaire, je parle de pyélonéphrite, hein, je ne parle pas de cystite. Quand vous avez une porte d'entrée urinaire, il faut remettre le gram négatif dans le panel des possibilités. D'accord. Merci, professeur Stahl. Je pense qu'il reste encore quelques questions. Je ne sais pas si vous voulez les traiter ou c'est peut-être parce qu'on a dépassé le... Il y en a une que je vois, le lavage articulaire doit-il être fait par un chirurgien? Il doit être fait par quelqu'un qui est compétent pour le faire. Si c'est un rhumatologue qui a une grosse habitude interventionnelle
pourquoi pas. L'idéal est quand même un chirurgien orthopédique. D'accord. Très bien. Si ça vous va, du coup, on va peut-être clôturer. Je vois qu'on a bien dépassé l'heure. Merci à tous pour vos questions. C'était très, très intéressant. Et merci, professeur Stahl, bien sûr, d'y avoir répondu. Je vous en prie. Alors, à tous, du coup, merci de votre participation encore. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux pour savoir la date et le sujet de la prochaine session. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire sur cs.france@elsevier.com. Encore merci à vous, professeur Stahl, et hâte de vous retrouver bientôt sur À d'autres sessions. bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.